Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui préoccupe pas mal de monde. On a reçu des questions d'Angélique, Marcel, Ismaël, Elisabeth notamment, au sujet de la gale. Mhm. Vous savez, les questions typiques. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que je l'ai attrapé par manque d'hygiène? Comment on s'en débarrasse vraiment? Et est-ce que je vais contaminer tout le monde? Oui, des questions tout à fait légitimes et qui reviennent souvent en consultation. Voilà. Donc notre mission aujourd'hui, c'est de démystifier tout ça avec des infos claires, basées sur des sources fiables, des manuels médicaux, des brochures pour les patients et aussi une étude épidémio récente, pour apporter des réponses pratiques. Exactement. La gale, c'est vrai, c'est une source fréquente de consultation et d'inquiétude. On va donc aborder ce que c'est, sa présence actuelle, les symptômes, le diagnostic bien sûr, les traitements et surtout les mesures indispensables pour gérer la contagion et protéger l'entourage. C'est vraiment un travail collectif pour s'en sortir. Parfait. Alors pour commencer, la base. Qu'est-ce que c'est exactement la gale? Le mot fait un peu peur parfois. Oui, alors, la gale, c'est une infestation de la peau. Ce n'est pas une infection bactérienne ou virale, c'est important. C'est causé par un parasite, un acarien microscopique, on ne le voit pas à l'œil nu. Son nom scientifique, c'est Sarcoptes scabiei var. Hominis, ça veut dire qu'il est spécifique à l'homme? Tout à fait. L'hominis indique bien qu'il ne vit que sur l'être humain. C'est la femelle de ce parasite qui est responsable des problèmes. Elle creuse des sortes de petits tunnels, des sillons, juste sous la surface de la peau, la couche cornée, pour y pondre ses œufs. Ah d'accord. Et c'est cette activité, le creusement, la présence du parasite, de ses œufs, de ses déjections aussi, et surtout la réaction de notre système immunitaire contre tout ça, qui provoque les symptômes, notamment ces démangeaisons très fortes. D'accord. Et donc, si c'est spécifique à l'humain, ça répond à une question de Marcel qui s'inquiétait pour ses animaux de compagnie, son chien, son chat. Excellente question, très fréquente, et la réponse est plutôt rassurante. En général, non. Nos animaux domestiques peuvent avoir leur propre forme de gale causée par d'autres acariens, mais pas celui de la gale humaine. Le Sarcoptes hominis ne peut pas survivre ni se reproduire correctement sur un chien ou un chat. Ouf, un souci en moins pour beaucoup de gens. Voilà. Ils ne sont ni la source ni la cible de notre gale à nous. C'est clair. Maintenant, comment est-ce qu'on attrape ce parasite? J'imagine qu'il circule facilement. Oui, ils circulent facilement, mais dans des conditions précises. Le mode de transmission principal, et de loin, c'est le contact direct, peau contre peau. Et ce contact doit être prolongé. Prolongé. C'est-à-dire, une simple poignée de main, ça suffit? C'est une grosse crainte, ça. Alors, pour une gale commune, une poignée de main rapide, brève, présente très peu de risques. Quand on dit prolongé, on pense plutôt à tenir la main longtemps, un câlin qui dure, dormir dans le même lit, et bien sûr, les relations sexuelles. D'accord. C'est pour ça que ça se transmet très bien au sein d'une même famille, entre les partenaires ou dans les collectivités où les gens sont très proches. Et les objets ménagers? Ismaël demandait pour le linge, les draps, les serviettes. Est-ce qu'on peut l'attraper comme ça? C'est un mode de transmission possible, mais secondaire, beaucoup moins fréquent que le contact direct. Le parasite peut survivre, disons, 2 à 3 jours maximum en dehors de la peau humaine, dans un environnement humide et pas trop chaud. Donc si on partage très rapidement des vêtements, une serviette ou de la literie avec une personne infestée, oui, une transmission est envisageable. Mais le risque principal reste le contact humain. Exactement. Peau contre peau et prolongée. Très bien. Abordons maintenant une idée reçue qui a la vie dure, soulevée par Angélique, le lien supposé entre la gale et un manque d'hygiène. Elle se demandait aussi si c'était vrai que la gale revenait, qu'on en voyait de plus en plus. C'est un point absolument essentiel. Et il faut être très très clair. Non, la gale n'est pas directement liée à un manque d'hygiène personnelle. On peut avoir une hygiène irréprochable et attraper la gale. Ah ça c'est important de le dire. Oui, parce que cette idée fausse entraîne beaucoup de honte, de stigmatisation. Le principal facteur de risque, ce n'est pas la saleté, c'est la promiscuité. Le fait de vivre ou de passer beaucoup de temps très proches les uns des autres. Comme dans les collectivités. Exactement. Les écoles, les crèches, les familles nombreuses qui vivent dans des logements petits, les foyers, les maisons de repos, les casernes, tous les lieux où les contacts physiques rapprochés et prolongés sont fréquents. C'est ça qui favorise la transmission. L'amalgame entre promiscuité et manque d'hygiène est vraiment dommageable. Donc, message clair, attraper la gale n'est pas un signe de saleté. C'est crucial. Et alors, cette impression d'augmentation des cas, qu'on entend parfois dans les médias, est-ce que c'est une réalité?
Oui, c'est une réalité, la gale n'a jamais disparu en fait. C'est un problème de santé publique mondiale. L'OMS la considère même comme une maladie tropicale négligée, touchant des centaines de millions de personnes chaque année. Ah oui, quand même. Et dans de nombreux pays, y compris en Europe et en Belgique, on observe une tendance claire à l'augmentation depuis une dizaine d'années. Une étude belge récente, publiée en 2025 par Elesnes et ses collègues, l'a bien confirmé. Vous avez des chiffres ou des indices de cet os? Oui, cette étude montre par exemple que chez les médecins généralistes en Belgique, le nombre de diagnostics de gale a augmenté en moyenne de 15% par an entre 2011 et 2023. 15% par an? C'est énorme. C'est considérable, oui. Et on voit des tendances similaires, voire plus marquées, en médecine du travail ou dans les centres pour demandeurs d'asile. Un autre indicateur, indirect mais très parlant, ce sont les ventes de traitements. Ah oui. Les ventes de la crème à la permétrine, le traitement local principal, ont quadruplé entre 2012 et 2022, et les prescriptions d'une autre lotion, le benzoate de benzyle, ont été multipliées par 7 entre 2019 et 2022. Ça montre bien qu'il y a plus de cas traités. C'est frappant, en effet. Et sait-on qui est le plus touché par cette recrudescence? Y a-t-il des groupes plus à risque? L'étude belge suggère que les adolescents et les jeunes adultes, disons la tranche des 15-29 ans, sont particulièrement concernés. Les hommes semblent aussi légèrement plus touchés que les femmes, et on observe plus de cas au milieu urbain et pendant les mois les plus froids, d'octobre à mars. Pourquoi pendant les mois froids? Probablement parce qu'on vit plus à l'intérieur, plus confinés, plus proches les uns des autres, ce qui facilite les contacts prolongés. Logique. Et comment on explique cette augmentation générale? Il y a des pistes et des hypothèses. Oui, plusieurs hypothèses sont sur la table, et c'est sans doute une combinaison de facteurs. On se pose la question d'une éventuelle résistance de l'acarion au traitement actuel, même si c'est difficile à prouver de façon formelle. Il y a aussi la question de la bonne application du traitement. Le protocole est assez contraignant, on va y revenir, et s'il n'est pas suivi parfaitement, ça peut mener à des échecs et maintenir la circulation du parasite. D'accord. Des retards de diagnostic peuvent aussi jouer un rôle. Et puis, il y a des facteurs plus généraux. L'augmentation de la mobilité des populations, les voyages, peut-être des changements dans les comportements sociaux, les interactions, notamment chez les jeunes. Le coût des traitements a aussi pu être un frein à un moment donné, avant certains remboursements. D'accord, c'est multifactoriel. Alors, si la gale circule plus, il faut vraiment savoir la reconnaître. Elisabeth nous parlait de démangeaisons terribles, surtout la nuit. Pourquoi ça gratte autant, et particulièrement la nuit? Le prurite, oui, c'est le symptôme numéro 1. C'est souvent très intense. Classiquement, on dit que c'est pire la nuit, au chaud, sous les couvertures, quand on est au repos, mais ça peut aussi démanger fortement pendant la journée. Ce qui est frappant, c'est que l'intensité des démangeaisons est parfois, au début en tout cas, disproportionnée par rapport aux lésions visibles sur la peau. Et comment les médecins font le diagnostic? Ismaël se demandait si une prise de sang pouvait aider à confirmer. Alors non pour Ismaël, la prise de sang ne sert à rien pour diagnostiquer la gale. Le diagnostic est avant tout clinique. Clinique, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il se base sur l'interrogatoire du patient et l'examen de la peau. Le médecin va écouter la description des symptômes, ces démangeaisons intenses, leur caractère nocturne. Et très important, il va demander s'il y a d'autres personnes dans l'entourage proche, famille, partenaires, colocataires, qui se grattent aussi. La notion de cas groupé est importante. Fondamental. Ensuite, il examine la peau. Il cherche les lésions typiques. Des petits boutons rouges qu'on appelle papules, parfois des petites cloques d'eau, vésicules, et souvent des traces de grattage, des excoriations. La localisation de ces lésions est aussi très évocatrice chez l'adulte. Où est-ce qu'on les trouve le plus souvent? Typiquement, entre les doigts, sur la face avant des poignets, au niveau des coudes, dans les plis des aisselles, autour de la taille, la ceinture 1, sur les fesses, chez la femme souvent sur les aréoles des seins, et chez l'homme sur les organes génitaux. Par contre, le dos et le visage sont en général épargnés chez l'adulte. Y a-t-il un signe vraiment spécifique qui permet d'être sûr que c'est la gale? Oui, il y a un signe qu'on appelle pathognomonique, c'est-à-dire quasi certain. Ce sont les sillons scabieux. Ce sont comme des petites lignes fines, un peu sinueuses, de quelques millimètres à 1 centimètre de long, couleur peau ou un peu grisâtre. Parfois, on peut voir un tout petit point noir ou une petite vésicule à une extrémité. C'est là que se trouve la femelle acarien. Ah d'accord. Mais est-ce qu'on les voit toujours, ces sillons? Non, et c'est là la difficulté. Ils ne sont pas toujours évidents à repérer, ils peuvent être discrets ou masqués par les lésions de grattage. Et il faut réaliser que dans une gale commune, la personne infestée n'a souvent que 10 ou 12 acariens adultes sur tout le corps. Seulement 10 ou 12?
C'est fou que si peu de parasites provoquent autant de démangeaisons. Exactement. Ce n'est pas tant l'action mécanique des quelques acariens qui pose problème, mais plutôt la réaction allergique et inflammatoire de notre corps à leur présence, à leurs œufs, à leur déjection. C'est une réaction d'hypersensibilité. Ce qui explique aussi pourquoi ça peut continuer à gratter après le traitement. Tout à fait, on y reviendra. Il existe aussi des formes de gale moins classiques, comme la gale croûteuse, dite aussi norvégienne, chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Là, il y a des millions d'acariens, les lésions sont très étendues, croûteuses, et c'est extrêmement contagieux. D'accord, c'est différent. Oui. Il y a aussi la gale nodulaire, surtout chez l'enfant, avec des sortes de grosses papules rouges qui persistent longtemps. Et chez le tout petit bébé, attention, l'atteinte peut toucher les paumes des mains, la plante des pieds et même le visage et le cuir chevelu, ce qui est très rare chez l'adulte. Et si le médecin a encore un doute malgré l'examen clinique? Si le tableau n'est pas tout à fait typique, ou pour confirmer, on peut essayer de mettre en évidence le parasite. La méthode classique, c'est le grattage cutané. On gratte très superficiellement une lésion suspecte, un sillon si on en voit un, et on examine le prélèvement au microscope pour chercher l'acarien, ses œufs ou ses déjections. D'accord. Une autre technique de plus en plus utilisée, c'est la dermatoscopie. C'est une sorte de loupe éclairante améliorée que le médecin pose sur la peau et qui permet parfois de voir directement l'acarien dans son tunnel. Mais si on ne trouve rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gale. Exactement. C'est une nuance très importante. Vu le faible nombre d'acariens dans la gale commune, il est fréquent de ne rien trouver au grattage ou à la dermatoscopie. Ne pas voir le parasite n'élimine pas le diagnostic si les symptômes et les signes cliniques sont très évocateurs, surtout s'il y a des cas dans l'entourage. C'est noté. Bon, le diagnostic est posé, ou en tout cas fortement suspecté. On arrive à l'étape clé, le traitement. Ismaïl disait préférer les comprimés parce que c'est plus simple que les crèmes. Est-ce que c'est aussi efficace? Et surtout, comment faire pour que ça marche bien? Car les sources insistent, ça ne guérit pas tout seul. C'est vraiment le cœur du problème. Le traitement est indispensable et son succès dépend d'une application parfaite du protocole. Il y a deux approches principales, le traitement local, c'est-à-dire une crème ou une lotion qu'on applique sur la peau, et le traitement oral, des comprimés à avaler. Lequel choisir? Le choix dépend de plusieurs facteurs. L'âge du patient, son état de santé général, l'étendue des lésions et aussi, un point très important, le nombre de personnes à traiter dans l'entourage. Mais en général, le traitement local est considéré comme le traitement de première intention pour la gale commune. D'accord. Parlons de ce traitement local. Comment ça se passe concrètement avec la crème dite? Le produit le plus utilisé est une crème à base de permétrine à 5%. L'application doit être vraiment minutieuse. Chez l'adulte et l'enfant de plus de 2 ans, il faut appliquer la crème absolument partout sur le corps. Partout. Oui, partout. Du cou jusqu'à la plante des pieds. Il ne faut oublier aucune zone. Entre les doigts, entre les orteils, les plis, coudes, genoux, aisselles, nombril, fesses, les organes génitaux externes et très important, sous les ongles. Il faut d'ailleurs les couper courts et les brosser avant l'application. On évite généralement le visage et le cuir chevelu chez l'adulte et le grand enfant. Et pour les bébés, il y a une différence? Oui, c'est une exception cruciale. Chez le nourrisson, entre 2 mois et 2 ans, il faut aussi traiter le visage en évitant bien le contour des yeux et de la bouche, le cou, le crâne et les oreilles. C'est très important. D'accord. Et on applique ça comment? Quand? Idéalement, on l'applique le soir, après une douche ou un bain, sur une peau bien propre et sèche. On utilise toute la quantité prescrite, souvent un tube entier de 30 grammes pour un adulte moyen. Ensuite, on met des vêtements propres et on laisse la crème agir toute la nuit, pendant 8 à 14 heures. Et le lendemain? Le lendemain matin, on prend une douche ou un bain pour bien rincer le produit et on remet des vêtements et des draps propres. Ok. Une seule application comme ça, et c'est fini. Ah non! Et c'est là l'erreur la plus fréquente, la cause numéro 1 des échecs de traitement. Il est absolument indispensable de refaire exactement la même application sur tout le corps 7 jours plus tard. Une deuxième fois, une semaine après. Pourquoi? Parce que la crème tue très bien les acariens vivants, mais elle n'est pas toujours efficace à 100% sur les œufs. Ces œufs peuvent éclore dans les jours qui suivent la première application. La deuxième application, 7 jours après, permet d'éliminer les jeunes acariens issus de ces œufs avant qu'ils ne deviennent adultes et ne pondent à leur tour. D'accord, c'est pour casser le cycle. Exactement. Sans cette deuxième application systématique, le risque de rechute est très très élevé. Donc, 2 applications à 7 jours d'intervalle, c'est la règle d'or pour la permétrine. Message bien reçu.
Et les comprimés alors? L'ivermectine, pour répondre à Ismaël, c'est quand qu'on les utilise? L'ivermectine par voie orale est une alternative ou un complément dans certains cas. C'est particulièrement utile si le traitement local a échoué, alors qu'il était bien fait. Si l'application de la crème est très compliquée, chez une personne âgée, très dépendante, une personne avec un handicap moteur, chez les patients immunodéprimés qui ont une gale profuse ou croûteuse, ou encore quand il faut traiter un très grand nombre de personnes rapidement, par exemple lors d'une épidémie en institution. C'est plus simple à administrer collectivement. Comment ça se prend ce médicament? Ce sont des comprimés à avaler en une seule fois. La dose est calculée en fonction du poids de la personne. Il y a une précaution importante. Il faut les prendre à jeun, c'est-à-dire ne pas manger pendant les 2 heures avant la prise, ni pendant les 2 heures après. Et là aussi, il faut une deuxième prise? Oui, absolument. Pour la même raison que la crème, l'ivermectine tue les acariens vivants, mais pas les œufs. Donc il faut impérativement une deuxième prise 7 à 14 jours après la première pour éliminer les nouveaux acariens éclos entre-temps. Oublier la deuxième dose, c'est comme oublier la deuxième application de crème. C'est la porte ouverte à l'échec. D'accord. Y a-t-il des personnes qui ne peuvent pas prendre ces comprimés? Des contre-indications? Oui, l'ivermectine est contre-indiquée chez les enfants qui pèsent moins de 15 kilos. Pour la grossesse et l'allaitement, l'utilisation est discutée. Il faut vraiment voir au cas par cas avec le médecin. Certaines sources disent que c'est possible, d'autres sont plus prudentes. Il faut aussi être vigilant chez les personnes très âgées ou celles qui ont des problèmes de foie, de reins ou de cœur importants. Alors finalement, pour Ismaël qui préférait les comprimés, crème ou comprimé, c'est quoi le mieux? Peut-on faire les deux en même temps? C'est vrai que les comprimés sont plus simples d'utilisation. Avaler quelques cachets, c'est moins contraignant que l'application de la crème sur tout le corps pendant une nuit. Mais les deux méthodes nécessitent cette deuxième administration une semaine plus tard. C'est ça le point crucial. Hmm. La crème permétrine reste le traitement de référence, le premier choix pour la gale commune, et elle est très efficace si et seulement si le protocole est suivi à la perfection. Application partout, respect du temps de pause et la deuxième application 7 jours après. Globalement, pour une gale simple, l'efficacité est bonne avec les deux méthodes si elles sont correctement utilisées. Et combiner les deux. L'association crème-éti-comprimé est réservée aux formes plus sévères, gale très étendue, profuse, gale hyperkératosique ou crotteuse. Pour la gale commune, on choisit l'une ou l'autre méthode. D'accord. Une question très pratique qui angoisse souvent. Une fois qu'on a fait le traitement complet, les deux applications ou les deux prises, est-ce que les démangeaisons s'arrêtent net? Non, pas forcément. Et c'est vraiment très important de le savoir pour ne pas s'inquiéter inutilement ou penser que le traitement n'a pas marché. Il est très fréquent, je dirais même habituel, que les démangeaisons persistent pendant 2 à 3 semaines après la fin d'un traitement réussi. Ah bon? Mais pourquoi, si les parasites sont morts? C'est cette fameuse réaction d'hypersensibilité dont on parlait. Même si les acariens sont morts, la peau continue de réagir aux débris d'acariens morts, à leur déjection qui reste encore un peu dans l'épiderme. C'est une sorte d'eczéma post-scabieux. Ça va diminuer progressivement. Et on peut faire quelque chose pour soulager pendant ce temps? Oui, le médecin peut prescrire des crèmes apaisantes, parfois des crèmes à base de cortisone légère pour calmer l'inflammation, ou des médicaments antihistaminiques par voie orale pour diminuer les démangeaisons, surtout la nuit. Mais le message clé est patience. Par contre, si 3 ou 4 semaines après la fin du second traitement, ça gratte toujours aussi fort, voire plus, là il faut reconsulter, car il peut s'agir d'un échec ou d'une recontamination. C'est une information essentielle pour gérer l'après-traitement. Venons-en maintenant à la contagion et à la prévention, le gros souci d'Angélique et Marcel. On a parlé de la poignée de main, mais qu'en est-il du risque avec le linge à linge? Et faut-il prévenir tous ses amis? Alors, on rappelle le mode de transmission principal, contact prolongé, peau contre peau. Le risque avec une poignée de main rapide est donc très faible pour une gale commune. Concernant la durée de contagiosité, on peut être contagieux pendant la période d'incubation, qui est longue, de 3 à 4 semaines en moyenne, avant même d'avoir des symptômes. Ah oui, c'est long. Oui. Et une fois qu'on a commencé un traitement efficace, local ou oral, on considère qu'on est plus contagieux après environ 3 jours. D'accord. Quelles sont les mesures concrètes à prendre pour soi-même et pour son environnement proche pendant le traitement? Pour soi-même, eh bien, se couper les ongles courts et les brosser avant le traitement pour déloger d'éventuels parasites qui s'y cacheraient et éviter de s'abîmer la peau en se grattant. Prendre une douche quotidienne normalement et surtout changer tous ses vêtements et salitéries le lendemain matin après chaque application du traitement, donc au jour 1 et au jour 8 si on utilise la crème. Et pour l'environnement? Le linge surtout. Oui, le linge est un point clé. Tout le linge de corps,
Sous-vêtements, les vêtements, les draps, les serviettes de toilette qui ont été utilisées dans la semaine avant le début du premier traitement doivent être lavés en machine. Et la température est importante. Il faut laver à 60 degrés Celsius minimum. 60 degrés minimum. Et si on a du linge délicat qui ne supporte pas cette température? Les pulls en laine, certaines couettes. Très bonne question. Pour ces textiles-là, il y a plusieurs solutions. Option 1, les mettre dans un grand sac plastique, bien le fermer hermétiquement et laisser le sac de côté pendant au moins 3 jours. Le parasite ne survit pas longtemps hors de la peau humaine. Certaines sources recommandent même 7 ou 8 jours par sécurité maximale. D'accord, l'isolement dans un sac. Option 2, mettre ce sac plastique bien fermé directement au congélateur pendant au moins 24 heures. Le froid va tuer les acariens. Option 3, utiliser une poudre ou un spray acaricide spécifique qu'on achète en pharmacie en suivant bien les instructions du produit. Et pour le reste de la maison? Les tapis, le canapé, le matelas, faut-il tout désinfecter? Pour une gale commune, il n'est généralement pas nécessaire de faire une désinfection chimique intensive de tout l'environnement. Un bon nettoyage est suffisant. Passer l'aspirateur partout, sol, tapis, canapé, matelas, et jeter immédiatement le sac de l'aspirateur après usage. Nettoyer les surfaces avec les produits ménagers habituels suffit. L'action mécanique est importante. D'accord. On arrive à une étape qui peut être délicate, l'entourage. Faut-il vraiment traiter toute la famille qui vit sous le même toit, même ceux qui disent « mais moi je ne me gratte pas du tout ». Oui, et c'est absolument fondamental. C'est peut-être le point le plus crucial pour éviter les recontaminations en boucle. Le fameux ping-pong de la gale dans une famille ou un couple. Il faut traiter toutes les personnes qui ont eu des contacts physiques rapprochés et réguliers avec la personne atteinte. Qui ça inclut exactement? Ça inclut systématiquement toutes les personnes vivant sous le même toit, famille colocataire, et le ou les partenaires sexuels. Il faut les traiter en même temps que la personne initialement diagnostiquée. Même s'ils n'ont aucun symptôme. Oui, même s'ils n'ont aucun symptôme. À cause de cette longue période d'incubation de 3-4 semaines, ils peuvent être déjà contaminés et contagieux sans le savoir. S'ils ne sont pas traités en même temps, ils développeront la gale plus tard et recontamineront la personne qui vient de se traiter. C'est le traitement simultané de tout le groupe contact qui est la clé du succès. Donc il faut impérativement informer ses proches et son partenaire et leur dire d'aller voir leur médecin pour avoir une prescription. Exactement. Il faut leur expliquer la situation et l'importance de se traiter tous ensemble, le même jour si possible pour les traitements oraux, ou en commençant le même soir pour les traitements locaux. Traitement collectif et simultané. La règle d'or. Est-ce qu'il y a d'autres précautions? Faut-il prévenir l'école, le lieu de travail, ses amis? Pour les animaux de compagnie, on a déjà dit, pas de souci, on ne les traite pas. Ensuite, oui, il est important d'informer la collectivité si la personne atteinte fréquente un lieu où les contacts sont très rapprochés et prolongés, comme une crèche ou une école maternelle, pour qu'une surveillance soit mise en place. D'accord. Pendant la période de traitement et les 3 jours qui suivent le début, il faut éviter les contacts peau à peau rapprochés et bien sûr éviter les relations sexuelles. Pour les enfants en bas âge, une éviction de la crèche ou de l'école est souvent recommandée pendant 3 jours après le début du traitement pour éviter la propagation. Et pour les amis? Pour les amis, ça dépend du type de contact. Si ce sont des amis avec qui on a eu des contacts très proches, par exemple dormir dans le même lit, partager des vêtements de manière très rapprochée, il est préférable de les prévenir pour qu'ils soient vigilants aux symptômes ou qu'ils consultent leur médecin en cas de doute. Pour les contacts sociaux habituels, ce n'est généralement pas nécessaire. Merci, c'était vraiment dense mais très clair. Si on devait résumer les points essentiels à retenir, la gale, c'est un parasite humain, transmission par contact prolongé, rien à voir avec l'hygiène. Le traitement existe, il est efficace, mais il faut une rigueur absolue. Oui, C'est-à-dire traitement personnel complet, ne jamais oublier la deuxième dose ou application, traiter en même temps tous les contacts proches, famille, partenaires, et bien gérer le linge, lavage à 60 degrés Celsius ou isolement acaricide. Et enfin, être patient si ça gratte encore un peu après le traitement. c'est une excellente synthèse. J'ajouterais peut-être juste une dernière pensée. Malgré sa fréquence et l'existence de traitements efficaces, la gale reste un vrai défi, notamment à cause de la stigmatisation qui est encore souvent associée. Cette honte peut retarder la consultation, le diagnostic et donc le traitement, ce qui favorise sa propagation. Et il faut aussi rester vigilant à long terme sur l'évolution de la sensibilité des acariens aux traitements disponibles. Tout cela souligne l'importance d'une bonne information, sans jugement, d'un diagnostic rapide et surtout d'une prise en charge correcte qui est à la fois individuelle et collective. L'entourage est aussi important que le patient lui-même.
Le message est vraiment bien passé. En tout cas, si on a un doute des démangeaisons suspectes, surtout si elles touchent plusieurs personnes dans son entourage ou si elles persistent, le premier réflexe, c'est de consulter son médecin. C'est indispensable. Merci beaucoup pour toutes ces explications très précises.